Fontaine. Nous vous remercions de nous accueillir cet après-midi pour nous parler de votre père, le comte de Champagny. Alors pour moi, c'est toujours une joie de parler de mon père, vous voyez. Nous avons, avec mon mari, nous avons de plus en plus le sentiment que c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, d'une très grande intelligence et puis de beaucoup de qualité. Mais nous avons jugé ça, nous, moi en tout cas, bien après. On parlait de la guerre de 14, mon père n'en parlait jamais. Tout ça, c'était du passé. Il avait donc commencé sortant de Saint-Cyr dans les hussards. Comme dit mon mari, c'était exactement comme au temps de Louis XIV. Il a fait sa première charge avec un cheval et une lance. Et il a été blessé de coups de lance. Et puis après ça, il a fait ensuite les tranchées. Et puis après ça, la guerre durait. Et lui, il voulait davantage se battre, certainement. Il est devenu aviateur. Ça a duré 1 an de formation, ce qui était un minimum de choses. J'ai là tous ces carnets d'aviateurs. Il y a 3 carnets différents. L'un, c'est l'avion par avion. Alors chaque avion, ce qui lui arrive, le nombre de fois où il y a un avion qui a capoté, qui tombe dans les lignes ennemies, qui a une panne, etc. Et c'est toujours impressionnant pour moi, tous ces ordres, parce qu'alors à la fin, il est devenu donc commandant une escadrille franco-américaine. Je ne sais pas exactement quelle était la proportion d'aviateurs américains en France, plusieurs Américains dans la sienne, et il est resté profondément ami d'un surtout qui s'appelait le lieutenant Cassady, un Américain qui habité à Chicago, et après la guerre il était banquier à Chicago, et mes parents sont restés liés, et lui est revenu plusieurs fois en France voir mon père. Et tous ces aviateurs, c'était unanime, il y avait une confiance très grande dans leur chef, mais plus qu'une confiance, il y avait vraiment une affection, je crois. Mon père était sûrement un meneur d'hommes, et ça a également senti après l'autre guerre également. Ils sont restés très liés. Et mon père lui-même, je crois, a abattu 3 avions, je crois, au cours de différents combats pendant cette guerre. Et voilà une aquarelle faite par un ami à lui qui montre le genre d'avion qu'il pilotait. C'était vraiment des avions en toile, vous savez. Moi j'ai connu, je me rappelle d'un magasin aux Champs-Élysées qui s'appelait La Toile d'Avion, un magasin de tissus. Monoplace français attaquant une patrouille de monoplace allemand. Alors la 4 Messerschmitt, c'était vraiment... Et alors à la fois on pilotait et on tirait. Un homme seul qui faisait donc les deux. Et alors je sais que ça a été très très long au départ à régler... Il ne fallait pas tirer à travers l'hélice. Oui, voilà le problème. Alors il y avait donc un synchronisme à arranger, je ne sais pas comment c'était fait. Et puis alors voilà par exemple également, ça fait un peu rire presque, quand on voit le genre de bonnet qu'ils avaient pour se protéger du froid, un bonnet de toile et avec en même temps pour les oreilles, 2 espèces de petits machins comme ça. Ça protégeait du froid ou du bruit. Vous voyez ces décorations. Voilà la croix de guerre de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 4 décorations avec palmes, ce qui voulait dire que c'était des décorations en ordre de l'armée. Donc le maximum, si vous voulez, des faits les plus héroïques. Et puis alors 3 autres à l'ordre de, je ne sais plus exactement quel était le jour. Sans ça, bien sûr, c'est la Légion d'honneur. Et puis alors voici la guerre de 40, qui a été très courte. Il a quand même eu 2 décorations pendant ce peu de... Après la guerre, votre père se marie et puis il va peu à peu s'installer et s'engager à son Loir à la suite, je crois, du décès prématuré de son beau-père. Après la guerre, mon père se marie, ce que tous les jeunes officiers, ils ne se rêvaient qu'une chose, c'était
créer un foyer. Et il a eu la chance d'abord d'épouser ma mère, qui était une fille unique. Elle était très en avance sur son temps, pourrait-on dire. Parce que son père lui avait fait à l'époque faire des études d'infirmière. Elle a soigné les blessés pendant la guerre. Elle lui a fait passer son permis de conduire. Elle avait un des plus vieux permis de Maine-et-Loire, voyez. Et monter à bicyclette, etc. Très moderne pour une jeune fille de l'époque. En effet, son beau-père est mort. Et très vite, il a vu qu'il fallait qu'il vienne à son Loire tenir une certaine place, si vous voulez. Alors, son beau-père était le maire. Bon, très vite, il y a eu des élections et il a été lui-même élu comme maire à son Loire. Et mon père était donc conseiller général du canton de Viers. Donc, du canton de Viers, il avait été poussé à ça par M. de Fougerolles. Et il avait donc accepté, c'est bien sûr, ça l'avait certainement beaucoup intéressé. Donc en tant que conseiller général, et intéressé par toutes ces, et puis ayant fondé les syndicats agricoles de Maine-et-Loire pour défendre la population, il était en charge et compétent, je dirais, sur tous ces sujets-là agricoles. Le lait, la viande, il était au courant localement des problèmes. La crise de vente des produits agricoles était très, très forte dans Maine-et-Loire entre les deux guerres. Alors moi je sais qu'autrefois ils étaient toujours à Angers, tous les jours ou un jour sur deux à Angers. La rue Chevreul, c'était l'endroit où il y avait les syndicats agricoles à Angers. Tout était toujours, la rue Chevreul était comme notre maison. Mon père était un homme de cheval. Il avait été cavalier bien sûr à Saint-Cyr et après. Et il a toujours beaucoup aimé sa grand-mère lui avait offert un cheval pour ses 18 ans, à Plumur-Petou à l'époque. Et il avait toujours aimé les chevaux et il a même monté en course. Il y avait beaucoup de chevaux en Bretagne, beaucoup plus que la région ici. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait ni téléphone, ni tout ça. Donc, en tant que maire et en tant que propriétaire, si vous voulez, pour aller voir les gens, c'était à cheval qui courait la commune. Et alors donc, tous les matins, il allait monter à cheval, ça pendant 1 heure, ou aller à droite ou à gauche, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des gens dans le Vaud qui nous ont dit, à chaque fois qu'ils passaient devant le monument aux morts, à cheval, ils saluaient. Il arrive 1939, la Seconde Guerre mondiale. Votre père, le comte de Champagny, est maire de son Loire, conseiller général du canton de Viers, mais aussi père de 7 enfants. Et en 1939, il décide quand même de s'engager. Il est évident qu'avec 7 enfants, il avait tout à fait le droit de ne pas recommencer. Et alors là, je pense qu'il avait certainement le sens de l'honneur, vous voyez, et de service. Et il est parti. Donc en 1939, il était commandant et il a commandé le 30e GRDI, groupe de reconnaissance divisionnaire d'infanterie. Enfin, il a été pendant un bon moment dans les Ardennes, à Givet, la pointe des Ardennes qui s'avance, vous voyez là-haut. Et il a passé tout l'hiver 39 là-bas. C'était dramatique à vivre, je pense, pour un commandant de voir qu'on ne pouvait rien faire, on n'avait plus de munitions, on n'avait plus rien, plus d'ordre. Il fallait se débrouiller tout seul pour essayer d'échapper aux Allemands. En tant que maire et tout ça, il a conseillé. Bon, il fallait faire au mieux pour vis-à-vis de l'occupant. Alors très vite, les exigences des Allemands étaient très fortes. Pour du blé, pour le lait, pour des tas de choses. Ils étaient prêts certainement à prendre le maximum de choses pour nourrir l'Allemagne. Automatiquement, il s'est trouvé après ça en opposition avec les Allemands qui voulaient toujours tout réquisitionner pour leur profit, bien sûr. Donc il a été amené très vite à défendre les Français contre l'occupant. Il était très proche du préfet, vous voyez, avec lequel il travaillait bien, et puis de tous
tous les syndicats, ils essayaient de faire au mieux, mais c'était très difficile. Et ils faisaient donc partie des notables qui s'opposaient aux Allemands. On était vaincus, mais ça n'empêchait pas quand même qu'il y avait une débandade, il fallait garder quand même son honneur. Il ne faisait pas partie d'aucun réseau de résistance officielle, vous voyez. Mais par contre, il s'opposait à eux de mille façons. Il était très proche, par exemple, vous voyez, du père abbé de Bellefontaine, dont Sortait, qui était lui-même un opposant remarquable, qui a été à la tête du comité de libération après ça en 1945 à Cholet. Vous pourriez nous évoquer maintenant cet épisode qui reste certainement très douloureux pour vous, de l'arrestation de votre père. Les Allemands ont perquisitionné la maison de Bertrand de Bourmont, qui habitait Saône-Loire à l'époque, et que mon père, qui était un ancien officier avant la guerre, et que mon père avait fait rentrer dans une organisation pour s'occuper de faire du bois de chauffage et du gazogène, pour les gazogènes. Et en particulier les bois de la plaine, vous voyez. Et il faisait travailler là-dedans. Et alors, mon père a dit, puisqu'il y a une perquisition, en tant que maire, je vais aller le prévenir. Or, en principe, il devait être chez sa belle-mère, qui habitait le château d'Argonne, à Valenjou, là-bas. Et alors, comment le prévenir? Bon, le téléphone, c'était moins que sûr à ce moment-là. Donc, il a envoyé mes deux frères en bicyclette. J'avais deux frères jumeaux qui avaient un an de moins que moi. Et alors, ils sont partis tous les deux en bicyclette pour prévenir Bertrand de Bourmont que ça avait été perquisitionné chez lui. Sont parvenus. Alors là, il a pris la voiture et il est allé là-bas. Et tel que cette maison est faite, il est rentré et a franchi un pont. Les Allemands étaient à l'intérieur, ils l'attendaient. Mes fils. Ils sont dans la pièce d'à côté. Rassurez-vous, ils vont bien. Comment se fait-il que le maire de Saône-Loire s'intéresse autant aux activités de Monsieur de Bourmont? Monsieur de Bourmont est mon cousin. Oui, cela nous le savons. Mais comment se fait-il qu'il ait été prévenu si rapidement? Vous ne répondez pas. Peut-être avez-vous quelque chose à cacher? Je n'ai rien à cacher. En tant que conseiller général et maire de Saône-Loire, il est de mon devoir et de ma responsabilité de prévenir un de mes administrés. Vos fils vont pouvoir rentrer à la maison, monsieur le comte. Quant à vous, nous allons vous emmener à Angers.
Nous avons quelques points à éclaircir. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Nous avons des ordres, monsieur de Champagny. Vous devez nous suivre. Nous avons de plus en plus le sentiment que c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, vous voyez, d'une très grande intelligence et puis de beaucoup de qualité.